Le parcours d'Erdogan, il est évidemment pas linéaire. C'est quelque chose de très sinueux. Il y a beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de revirements. On n'a pas un homme qui passe du démocrate au dictateur. C'est évidemment des allers-retours. Il y a les deux composantes dans son identité politique et il joue en permanence, en fonction du contexte électoral et du contexte international, il joue en permanence entre les deux. Il navigue un petit peu, si vous voulez, de manière très pragmatique, sans véritable ligne politique. Donc c'est vrai qu'il s'est fait élire, il est arrivé au pouvoir au départ sur une ligne plutôt de démocrate. Son mot d'ordre, c'était de rompre avec l'islam politique traditionnel d'Erbakan dans les années 90, et donc il s'est fait élire sur ce mot d'ordre, démocratie, Union européenne, droits de l'homme, etc. C'était à l'époque prendre le contre-pied du régime qui était dominé par les militaires, qui était dominé par les kémalistes et qui était qui avait un cadre très rigide. Et donc Erdogan a fait voler tout ça en éclats. Il a aussi, dans cette période, il s'est appuyé sur l'Europe et sur les démocrates pour contester le pouvoir des militaires, pour les affaiblir, pour modifier les lois, y compris le code pénal, y compris la Constitution. Et effectivement, jusqu'à 2007, on voyait plutôt Erdogan comme celui qui allait tirer la Turquie vers la démocratie. Et puis petit à petit, les choses se sont passées un peu différemment. Il y a d'abord eu, à partir de 2007, qui pour moi est un premier tournant, il y a d'abord eu une réaction de l'Union européenne, principalement de la France et de l'Allemagne à l'époque, de Sarkozy et Merkel, qui ont commencé à dire que la Turquie n'avait pas vocation à avoir une adhésion dans l'Union européenne, mais à parler de partenariats privilégiés, etc. Ce qui a beaucoup vexé les Turcs, qui à l'époque, et principalement les démocrates et les pro-européens, qui à l'époque pensaient que cet élan européen pouvait vraiment créer une relation forte avec la Turquie et qui se sont aperçus finalement qu'il y avait ce vieux fond quand même, il faut bien le dire, d'islamophobie, de méfiance vis-à-vis de ce que pouvait incarner la Turquie et que ça devenait une question de politique intérieure pour beaucoup de partis populistes en Europe. Et à partir de ce moment-là, Erdogan a commencé à faire la même chose. Il a fait du populisme aussi sur la question européenne. Et évidemment, le rejet de l'Europe est devenu beaucoup plus générateur de votes que l'adhésion. Et donc à partir de ce moment-là, on est rentré dans une relation, je dirais, de je t'aime moi non plus avec l'Europe. Ça a été un petit peu ça, et les relations se sont lentement dégradées. Alors les négociations d'adhésion en elles-mêmes sont quasiment au point mort depuis 2008, ça fait quasiment 10 ans. Il y a eu quelques tentatives de les ranimer, mais très, très timides. Et depuis, donc, on est sur une lente dégradation, je dirais, de la démocratie turque, de l'état de droit. Et petit à petit, Erdogan a remis sur le devant de la scène des idées plus conformes à son identité politique, c'est-à-dire l'islamisme et le nationalisme turc, qui sont vraiment les deux piliers de sa politique aujourd'hui. Donc c'est un glissement très lent depuis une dizaine d'années finalement, mais il y a eu beaucoup d'étapes. On se souvient de Gezi, les émeutes en 2013, qui ont été aussi un pic de violence et qui ont montré qu'il y avait une violence politique qui vraiment prenait le dessus dans la vie politique turque. Et puis bien sûr la tentative de coup d'État en 2016, mais on est déjà, je dirais, à la fin du processus. Ça a accéléré encore plus la prise de contrôle de l'appareil d'État par Erdogan et par les nationalistes. Voilà, mais c'est une histoire d'une dizaine d'années en fait. Depuis 2013-2014, la donne a quand même largement changé. Il est rentré vraiment en guerre contre son ancien allié, qui est le prédicateur Fethullah Gülen, qui est à la tête d'une confrérie très puissante, qui lui avait permis, dans les années 2000, de prendre le contrôle de l'appareil sécuritaire turc contre les militaires à l'époque. Et à partir de 2013-2014, une guerre vraiment s'est installée entre Gülen et Erdogan qui a vraiment modifié la donne. Ça a obligé Erdogan à chercher de nouveaux équilibres politiques en interne et à s'appuyer sur le courant nationaliste. Voilà, à partir de 2014, 2014, on a l'élection présidentielle. Erdogan passe de Premier ministre à président de la République. Son ambition devient de présidentialiser le régime
Pour ça, il doit s'appuyer évidemment sur je dirais un courant étatiste aussi, qu'il incarne parfaitement aujourd'hui, après avoir été plutôt néolibéral 10 ans avant. Aujourd'hui, il incarne vraiment l'interventionnisme étatique. Donc, il est rentré dans une forme de gouvernance qui finalement est c'est traditionnel en Turquie. Il s'est paré du costume du chef d'État turc classique. Et donc c'est pour ça qu'on a vu à partir de 2015 apparaître ce personnage nationaliste qu'on appelle le commandant en chef, avec une stature presque militaire, et qui est aujourd'hui comparé à Atatürk, finalement le fondateur de la République turque. Alors c'est intéressant parce qu'Erdogan vient d'un courant politique opposé au kémalisme. Il s'est construit politiquement contre le kémalisme, et aujourd'hui, finalement, on voit qu'il en adopte la manière de gouverner, hyper présidentielle, très centralisée, avec quasiment un parti-État à la tête de la Turquie aujourd'hui. Et donc, les forces sur lesquelles s'appuie Erdogan pour tenir l'appareil d'État et pour le purger, puisque c'est ça qui se passe aujourd'hui, le purger de toute opposition. Ces forces, ce sont les mouvements nationalistes. Alors les nationalistes classiques, les anciens Lougri, qu'on appelle les Lougri, donc c'est le parti ultranationaliste turc qui existe depuis les années 60, et puis ce qu'on appelle les néo-nationalistes aussi, qui sont un courant qui vient de l'extrême gauche au départ, mais qui est devenu très nationaliste et très influencé par Moscou. Et donc c'est en fait ce courant-là qui prend le dessus aujourd'hui au sein de l'armée du renseignement, et qui a orchestré tout ce rapprochement entre la Turquie et la Russie depuis 2 ans, qui est au cœur de la politique étrangère turque, avec les revirements qu'on connaît sur la Syrie, etc. Et qui permet de mieux comprendre aussi pourquoi ce rapprochement entre Erdogan et Poutine a été aussi spectaculaire et aussi soudain. C'est d'abord pour des questions internes, parce que le courant eurasiste, eurasien, a orchestré ce rapprochement, et aujourd'hui, ce sont eux qui sont à la manœuvre, notamment contre les Kurdes, contre les intellectuels, contre les journalistes qui sont emprisonnés et qui mènent cette répression.